Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous, le rendez-vous du Top Presse. Député, notre invité aujourd'hui est membre de la dynamique de l'opposition. Il milite pour une candidature commune de cette opposition à la prochaine présidentielle. Il se prononce catégoriquement contre la tenue du dialogue, un dialogue que l'ONU cette semaine dit appeler de tous ses voeux. Président du parti Envol, il vient de terminer le premier congrès ordinaire de ce parti qui déclare sa volonté d'être présent à tous les niveaux en termes de participation aux élections et qui constate l'échec de la politique du gouvernement de redistribution des revenus. Notre invité, qui était annoncé comme une dame aujourd'hui, est un homme. L'invité Eve Bazaïba étant retenu à Bruxelles pour les raisons que vous savez. Honorable Délice Sanga, bonjour. Bonjour. Et merci d'être présent au rendez-vous du Top Presse. On pourrait citer toutes les fonctions que vous avez occupées. Vous avez été notamment à l'Assemblée nationale président de la commission politique, administrative et juridique. On vous prête de nombreuses propositions ou projets de loi qui sont devenus depuis des lois, décentralisation, cour constitutionnelle, liberté de manifestation, statut de l'opposition. Mais pour commencer cette émission, je vais plutôt vous proposer de parler de votre position passée dans l'exécutif. Vous avez été ministre du Plan, du MLC. Vous avez aussi été directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba, alors vice-président. Jean-Pierre Bemba qui cette semaine a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. On ne connaît pas encore sa sanction, on ne connaît pas encore sa peine, mais à ce stade, votre réaction, quelle est-elle ? D'abord, un sentiment de regret par rapport à la culpabilité retenue dans le verdict qui a été rendu. Un sentiment profond d'injustice, parce qu'il me semble que dans ces verdicts, on n'a pas réellement sanctionné, on a voulu une sanction plutôt pédagogique. Et donc, de ce point de vue, il paye comme une victime expiatoire. D'autant que le type de jurisprudence qui vient d'être amorcé avec cette décision est une aporie logique, est une impasse logique qu'on ne pourrait pas appliquer. Imaginez qu'à chaque fois que les troupes mises dans une situation d'opération, il y aurait des bévues de cette nature qui seraient commises, on remonterait la chaîne des responsabilités jusqu'au plus haut sommet. Je donne pour exemple l'opération Sangaris qui a été sur le même théâtre d'opération en République centrafricaine, où on a vu qu'il y a eu des informations qui avaient été remontées, où les Nations Unies elles-mêmes ont dû sanctionner une personnalité que je connais bien, qui a été commandant de troupes ici et qui était le chef de l'opération là-bas, pour des faits qui ne lui étaient pas imputables. Vous vous rendez bien compte que dans ce type de situation, il est difficile de le faire. Et je crois que ce serait même difficile de pouvoir adopter la même attitude lorsqu'il s'agira de la France, des États-Unis ou des autres, ou même de la République démocratique du Congo, lorsque nos troupes sont accusées parfois de ce type de bévues. Je connais très bien Jean-Pierre et je pense que la décision qui a été prise pour des raisons pédagogiques est injuste à l'endroit de l'homme. Oui, mais sans se faire l'avocat de la CPI, vous avez connu et vécu toute la dialectique qui a été celle de sa création. On ne veut plus juger directement ou seulement les auteurs de crimes, mais les donneurs d'ordre. Quand on voit tous les faits qui ont été décrits lors du prononcé de la culpabilité de Jean-Pierre Bemba, est-ce que, alors qu'on lui avait demandé, cela a été dit, de retirer ses troupes qui causaient du mal, le fait d'avoir attendu si longtemps ne fait pas de lui un coupable ?
Écoutez, les juges ont sans doute des éléments sur lesquels ils se sont basés. De la connaissance lointaine que j'ai du dossier, de ce que j'ai pu suivre pendant les différentes dépositions, il me paraît assez difficile de pouvoir rattacher, de pouvoir imputer à Jean-Pierre le fait qu'il y ait eu une volonté de tolérer ce type de comportement dans un environnement qui était celui de la rébellion à l'époque en Centrafrique. Et je ferai comprendre d'ailleurs qu'après que les troupes du MLC aient été retirées de la Centrafrique, à l'occasion d'autres épisodes qui se sont déroulés dans ce pays, on a connu ces bévues. Et on continue de les connaître, y compris avec des troupes françaises qui ont été déployées en Centrafrique, avec d'autres troupes, vous suivez l'actualité. Et donc, c'est bien la preuve que ces faits ne peuvent pas, compte tenu du contexte du pays, être imputés, même si nous le réprouvons tous. Paulette Kibuntu, Congo Web Télévision. Délice Sanga, on le sait, Jean-Pierre Bemba est un animal politique. Même s'il est à la CPI, on sait qu'il donne des ordres et qu'il commande toujours son parti, le MLC, à partir de sa cellule de prison. Vous répondez franchement à cette question. Est-ce que vous n'êtes pas un peu content qu'il soit condamné? Oui. Est-ce que vous n'êtes pas politiquement, j'ai bien dit, politiquement, est-ce que vous n'êtes pas content qu'il reste là-bas, là? Et parce que s'il sortait, est-ce que cela n'aurait pas changé toute la donne en République démocratique du Congo, vu les échéances électorales? D'abord, je vais vous dire, et je vais vous répondre droit dans les yeux, humainement, moi, je ne peux pas aujourd'hui répondre du MLC, mouvement à la création duquel j'ai concouru. Et j'ai aujourd'hui un mouvement que je préside et je suis content dans cette aventure. On est avec plein de camarades. Je parlais de l'envol et je n'ai pas de problème particulier de ce point de vue avec Jean-Pierre. Politiquement. Maintenant, je vais vous dire, le Congo a besoin de tous ses fils. Et donc, que Jean-Pierre soit revenu ou pas, les problèmes du Congo sont tels que pour pouvoir les résoudre, le chemin logique que nous proposons, le cadre programmatique et le projet que nous proposons ne changent pas. Nous avons la même conception des choses. Et donc, personne ne peut être content en parlant de moi-même parce que je ne peux pas parler des autres. Je ne suis pas content qu'il soit condamné. C'est un ancien camarade de lutte. Nous avons connu des moments qui étaient des moments forts. Il a contribué à la libération de ce pays. Donc, on ne peut pas être content de voir un compatriote en prison. D'autant que j'ai le sentiment que c'est une décision injuste, c'est ma conception. Donc, il n'y a pas de faux fuyant là-dessus. Politiquement, Bemba est-il mort politiquement? A-t-il encore de chances de revenir faire la politique en République démocratique du Congo si son casier judiciaire est entaché? J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, sauf lire dans les boules de cristal. Et vous, je suis incapable de vous dire ce que sera fait demain. Je vous parle d'aujourd'hui, des faits, du verdict qui a été rendu. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur Sessanga, ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba, cofondateur du MLC, vous l'avez dit d'une certaine manière tout à l'heure, mais j'ai noté dans votre parcours qu'en quittant le MLC il y a 6 ou 7 ans maintenant, vous avez, contrairement à d'autres personnalités aujourd'hui de l'opposition ou même de la majorité, vous n'avez pas rejoint l'autre camp. Vous êtes resté dans l'opposition. Pour quelle raison ? Je suis resté dans l'opposition parce que je ne suis pas parti du MLC pour des raisons liées à un positionnement. Je suis parti du MLC, j'ai posé des problèmes à l'époque qui étaient des problèmes de fond sur la manière de mener le combat. J'ai toujours considéré que le MLC était un fer de lance de l'opposition et qu'en tant que tel, à l'époque, nous avions une responsabilité historique par rapport à la population qui nous avait soutenus, un devoir de mémoire par rapport aux camarades qui étaient tombés sous le champ d'honneur pour que nous puissions en arriver là. Et donc, il y avait un comportement que je ne trouvais pas dans le chef des dirigeants à l'époque. On ne s'est pas entendu, c'est du passé, je suis passé à autre chose, mais en gardant la même cohérence et les mêmes convictions. Donc votre problème, ce n'était pas Jean-Pierre Bemba, c'était à l'époque le secrétaire général François Mwamba. Mais non, je veux dire, la manière de mener la lutte, parce que j'avais toujours considéré que le MLC était capable d'alternance, que le MLC était, et je le maintiens encore, était dans les circonstances de l'époque, le seul mouvement qui avait la capacité de provoquer une alternance de fond dans le pays. Et que pour ce faire, en tant que parti de gouvernement, pas du gouvernement, de gouvernement, nous étions dans la responsabilité, dans le devoir de tout continuer à formuler ce projet, travailler avec les Congolais au quotidien, ce qui n'était plus le cas. Et j'ai eu raison parce que entre les deux élections,
le MLC a perdu du champ. Justement, et je pensais de l'extérieur que aujourd'hui. ce soit que Jean-Pierre ait été là ou pas, je pensais que le MLC avait un rôle à jouer, qu'il n'a plus joué, et c'est fort regrettable. Donc pour moi, j'en ai tiré la conclusion qu'il fallait que, en cohérence avec ses idées et ses convictions, nous continuions cette lutte. J'étais membre fondateur du RCD, nous avons créé le RCD. Je suis parti du RCD à l'époque où nous avons considéré que l'emprise de notre allié qui était le Rwanda était trop fort et il ne permettait pas assez que l'expression politique que nous portions puisse être authentiquement congolaise et que les préoccupations des Congolais, telles qu'elles étaient exprimées dans les zones que nous contrôlions, puissent s'exprimer. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons quitté le RCD à Goma, nous sommes allés à Kisangani et nous avons continué la lutte. Et voyez-vous, ce qui est important dans la vie d'un homme politique, ce n'est pas les chapelles, je ne suis pas là-dessus. Ce qui est important, c'est la cohérence du projet. L'engagement initial jusqu'à aujourd'hui est resté cohérent avec les mêmes convictions et le même engagement. Appartenir à des formations politiques que l'on veut réformer de l'intérieur, cela signifie que son premier choix n'a pas été le bon. Est-ce que vous êtes aujourd'hui sûr de vos choix ? Il n'y a que ceux qui n'ont jamais rien fait dans la vie qui sont remplis de certitudes. Moi, je les vérifie à chaque fois et je peux vous dire une chose, c'est que dans le parcours que nous avons eu, qui est un parcours riche et long, nous avons rencontré la réalité congolaise et il y a un problème. Mais vous remarquerez qu'au travers de toutes les propositions que j'ai faites et mes prises de position, j'ai toujours été animé par des valeurs. Les valeurs de liberté, de démocratie. Ces valeurs-là, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment encore incarnées dans nos différents partis politiques. Et donc, il y a sur ce terrain-là un travail à faire. Et on ne va pas arrêter l'engagement politique parce qu'on est aux portes de ces difficultés-là. Et donc, quand il s'est agi d'assumer la position, je l'ai toujours assumée avec courage, au risque de passer sous les fourches de la critique telle que vous la faites. Mais bon, nous assumons. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Jean-Pierre Bemba déclaré coupable de Lycée Sanga, même si vos chemins se sont séparés un jour, est-ce que vous assumez ce qui s'est passé en 2002 à Bangui ? D'un point de vue politique, il faut dire que nous sommes dans un contexte de guerre et que la décision de Jean-Pierre Bemba est sans doute animée par l'idée de protéger une base arrière qui était là, point barre, d'un point de vue militaire. Ensuite, maintenant, il y a les dérapages. Il y a des hommes sur le terrain, on dit, bon, on leur reproche de viol et tout ça. Et vous me connaissez, vous m'avez regardé. Je ne peux pas être d'accord avec des faits de viol et ainsi de suite. Mais en tant que décision politique qui était prise à un moment donné dans un champ opérationnel où il faut protéger les arrières, c'était une décision qui était juste. Vous ne faites pas la guerre si vous n'avez pas des arrières. Donc voilà. Eric Ambago, Top Congo FM. Délice Sanga, Jean-Pierre Bemba est un mauvais leader. Je ne pense pas que Jean-Pierre Bemba est un mauvais leader. D'abord, c'est un gars qui a de la décision, c'est quelqu'un qui s'est décidé, qui a de l'autorité et qui sait où il va. Mais vous l'avez quand même quitté, hein ? Chacun... Non, j'ai quitté le MLC. On n'était pas dans un mariage, là. Vous parlez de quoi ? Je n'ai pas quitté Bemba. On n'était pas dans un mariage. Hein. Encore qu'il faille imaginer, dans le cas, un mariage pour tous. Mais j'étais au sein du MLC avec Jean-Pierre Bemba comme camarade de combat. Nous avons mené le combat. À un moment donné, mes convictions n'ont plus été en phase avec le parti. J'en suis parti. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, il est fini, d'après vous ? Je vous ai dit, je ne lis pas dans les boules de cristal. Allez demander aux devins, ils vous diront ce que c'est. L'Envol, votre parti politique. L'Envol vient de tenir son congrès. L'Envol déclare ou réaffirme son refus catégorique du dialogue. Le dialogue que l'ONU vient de déclarer vouloir promouvoir pendant qu'il en est encore temps. Alors, au-delà de qui veut faire quoi ou obtenir quoi du dialogue, il y a un problème d'élection, il y a un problème de délai constitutionnel, il y a un problème de violence récurrente ou supposée, c'est ce qui a été dit notamment à New York cette semaine. Au-delà de respecter les délais constitutionnels, comment est-ce que vous pouvez entrevoir une solution heureuse à la tenue d'élections crédibles et transparentes et à une transition ou à un passage de relais pacifique en RDC dans les conditions actuelles ? Il arrive à un moment donné dans l'histoire d'un peuple où il faut arrêter de tourner en rond.
j'ai comme l'impression quand même que les fondamentaux, on a fini par les oublier. La chose qu'il faille faire aussi, c'est que nous avons une constitution, nous avons des lois. Et il y a des gens qui sont chargés de pouvoir les appliquer, qui les appliquent d'abord. Ça, c'est un fait. Le deuxième, c'est que moi, comme en vol, nous avons demandé le dialogue. Lorsque, à la faveur de la discussion de la proposition de loi portant révision de la loi électorale, j'ai écrit à tous les députés, à toutes les autorités de ce pays pour qu'un dialogue se tienne. Pourquoi on n'en a pas voulu en ce moment-là ? Je peux vous dire que nous avons fait preuve de bonne foi. Nous sommes allés aux concertations et j'assume, parce que j'estime que la démocratie était menacée, l'unité du pays était à mal. Lorsque le pays était attaqué par les M23, nous y sommes allés de bon cœur. Nous avons adopté un certain nombre de résolutions. Mais je ne comprends pas ces débats ubuesques. Vous avez des lois, vous avez une constitution, vous avez un forum qu'on a appelé les concertations nationales, et il y a des résolutions de ces concertations, personne ne les applique, plus personne ne les regarde, on me parle du dialogue. Et je vais vous dire pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes contre le dialogue. Nous ne sommes pas favorables au dialogue. Nous ne voulons pas donner l'impression à un moment donné qu'on va cristalliser l'opinion sur un mythe. Parce qu'il ne faut pas vouloir du dialogue comme un mythe. Le dialogue ne doit pas être le mythe à partir duquel on va refonder la nation. Le dialogue, pour moi, c'est un mécanisme au sein des institutions pour permettre à ce que les acteurs qui ont des divergences sur des questions de fond puissent pouvoir avancer. Nous nous sommes retrouvés aux concertations en l'espace d'1 an. Quels sont les problèmes nouveaux ? Quelle est la 5e roue que l'on va inventer par le dialogue qui n'est pas été abordée lors de ces concertations ? Pourquoi ces résolutions-là ne sont pas appliquées pour pouvoir avancer ? Et de l'autre côté, vous avez une CNI tout à fait complaisante sur la question électorale qui doit pouvoir appliquer les lois et les règlements de la République et qui a renoncé à son propre pouvoir et demande à ce que le dialogue puisse lui dire. Mais vous savez, en 1974, les Congolais ont oublié, et ça, j'aimerais peut-être qu'on insiste là-dessus. Il y a eu la Constitution de 67, elle a été révisée en 74. Qu'est-ce qu'on dit en 74 ? Il n'y a qu'une seule institution. C'est le président de la République. Tous les autres sont des organes qui concourent à cela. C'est vers ça qu'on est en train d'aller. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que nos parents, nos grands-parents, les aînés ont connu ce système. Ils avaient des excuses. Ils savaient, ils pouvaient dire, Mobutu est arrivé, il a dérivé, nous ne nous y attendions pas. Mais moi, toi, Christian, tous, comme vous êtes autour de cette table, vous êtes instruits par l'expérience et vous avez le devoir de ne pas emprunter ce chemin. À quoi nous disons non ? Nous disons non à une chose. Le président de la République a fait 2 mandats. Les 2 mandats ont été coulés en la Constitution non renouvelable pour sceller la stabilité des institutions. Il revient au président de la République comme garant de ces institutions de pouvoir rassurer et de pouvoir dire d'abord, 1, qu'on ne va pas réviser la Constitution, 2, qu'on ne veut pas aller au dialogue pour pouvoir autoriser un 3e mandat. Cet écueil levé, et à mon avis, c'est la seule chose qui a manqué aux concertations, c'est pourquoi on va aller au dialogue. Cet écueil levé devrait permettre à ce que les acteurs puissent aller dans le bon sens. Donc, mais qu'est-ce que la CENI fait ? Donc vous allez au dialogue sous condition. La condition, c'est la sortie, la déclaration du président de la République. Je ne dis pas que je vais au dialogue. Moi, je suis déjà allé aux concertations. Non, parce que j'en ai eu pour ma dose. Parce que je vais dire de nombreux avant vous ont posé cette condition de participation, que le président s'exprime. C'est aussi une condition pour vous. Parce que vous avez parlé des concertations, mais l'application aujourd'hui des résolutions des concertations ne va pas résoudre ce problème de délai constitutionnel. On a un problème de délai, on a un problème d'organisation des élections transparentes et crédibles. Retourner aux concertations, appliquer ces résolutions, oui, mais aujourd'hui, on résout ça comment ? Autrement que par le dialogue. Non, il n'y a pas de problème. Ne créez pas de problèmes là où il n'y en a pas. La CNI, l'année dernière encore, sous la présidence de Malou Malou, a publié un calendrier. Que vous avez tous rejeté. Non. Non, vous l'avez tous rejeté. Non, appelons un chat. Vous l'avez rejeté. Aujourd'hui... Dites-moi, vous êtes dans ce pays. Le calendrier de 2006, était-il chahuté ou pas ? Ils étaient tous chahutés. Oui. Le calendrier de 2011, il était chahuté ou pas ? Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Le calendrier qui a été publié l'année dernière, on a commencé à l'exécuter.
Malou Malou nous a demandé d'aller déposer les candidatures. Nous les avons déposées. Il était en cours d'exécution. Pourquoi on arrête? Donc il faut qu'à un moment donné, dans ce pays, où personne n'est responsable de rien, où on pense que on peut tout faire, et à un moment donné, on se retrouve sous l'arbre à palabres. Je vous dis, on ne gère pas des millions de personnes comme ça. Il faut qu'à un moment donné, que les gens se disent, nous voulons un État moderne, nous voulons un État qui fonctionne, nous lui donnons des textes, nous lui donnons des institutions, et il faut que ça marche. Aujourd'hui, nous sommes contre le ravalement des institutions, qui est une politique permanente de la majorité en place, du système, et qui a fait que la démocratie recule dans notre pays. Et nous voulons remédier à cela. Il faut donner de la vitalité aux institutions. Ce n'est pas dans les arbres à palabres que l'on va trouver des solutions. Qui plus est, le dialogue, on l'a convoqué, il y a une ordonnance du président de la République qui a convoqué. Si ce dialogue se tient et qui prend des résolutions qui vont dans le sens à consolider la démocratie, la paix et la stabilité, je ne vois personne de bon sens dans ce pays qui va s'y opposer. Délice Sanga, Raymond Tchibanda, le ministre des Affaires étrangères du haut de la tribune des Nations Unies, a relevé quand même quelques difficultés qui ne permettent pas à ce que l'on respecte les délais constitutionnels. On est buté à ça, réellement. Madame, vous savez ce qu'est le problème? Le problème, c'est celui qui vous parle. C'est Tchibanda. Quand on est dans un gouvernement, et qu'on a les lois, qu'on a des impératifs qui sont fixés dans la Constitution, qu'on a les crédits nécessaires, on prévient. Gérer, c'est prévoir. Qu'ont-ils fait des 10 ans? Ils étaient au pouvoir. Ils n'ont pas découvert ça du jour au lendemain. Le problème, ce n'est pas qu'on manque de financement. Le problème, c'est qu'il y a un manque de volonté politique de ceux qui gèrent pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et ce problème-là, vous n'allez pas le résoudre. Il y a une volonté manifeste de ne pas organiser les élections dans les délais prévus. Mais absolument. C'est une cabale menée contre les institutions pour éviter qu'on puisse aller aux élections. Lorsque vous me dites, chaque année, l'État a reçu du Parlement, le gouvernement a reçu du Parlement les crédits, les moyens nécessaires pour qu'ils soient alloués là-bas. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Cour des comptes. Ces moyens partent où? Le gouvernement s'exonère de toute responsabilité de gérer les crédits de l'État tels que votés par le Parlement. C'est là le problème. Le problème, c'est lorsque on se met d'accord, et c'est qui mine même la crédibilité du dialogue. Qu'est-ce que l'opposition a fait pratiquement pour contrer cela? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, vous en avez parlé? Est-ce que vous avez fait de motion par rapport à ça? Alors, c'est à vous. Votre part de responsabilité. C'est à vous. Nous n'avons pas de responsabilité en la matière. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Dans un pays, il y a des mecs qui sont là et qui gèrent. Ça s'appelle une majorité. Il y a des gars qui sont là, qui s'opposent. Ils sont dans la minorité. Et la minorité a rappelé à chaque fois à ce gouvernement qui a été incapable d'écouter le message de la raison qu'il fallait allouer des crédits, qu'il fallait assurer la continuité, la régularité du cycle électoral, ce qui n'a pas été fait. Et vous venez aujourd'hui me regarder en face, vous me dites quelle était votre responsabilité. Notre responsabilité a été de voter le budget et de veiller à ce que les crédits soient alloués. Notre responsabilité a été chaque fois de dire que ce gouvernement gère mal et que les crédits qui sont alloués pour les élections sont détournés. Et notre responsabilité a été d'appuyer les conclusions de la Cour des comptes. Mais voyez-vous, lorsque nous avons été à notre congrès, nous nous sommes rendus compte d'une chose, parce que nous avons fait le bilan de la gestion du pays. Mais cette majorité a, en 10 ans, transformé l'or que représentait le Congo en plomb. Comment est-ce que, là où nous avions des institutions qui étaient huilées, qui devaient fonctionner, qui devaient avoir de la régularité, ce gouvernement n'a fait aucune réforme pour pouvoir les consolider. Bien plus, il a compromis ce qui a été gagné, faisant reculer ce pays de 50 ans. Nous sommes bien le seul pays où les leaders qui sont morts il y a 50 ans, je vous dis, si Lumumba s'est réveillé aujourd'hui ou Tchombe, ils prendraient part dans nos débats. Pourquoi? Parce que nous avons reculé de 50 ans. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et donc, nous voudrions aussi que le dialogue ne soit pas seulement le lieu où on vient juste dire, nous allons solidariser la responsabilité du gouvernement. Vous ne voulez en rien être responsable de cet échec? La responsabilité n'a pas à être voulue ou pas. La responsabilité a à être constatée, madame. Vous connaissez les institutions dans ce pays. Y a-t-il un Premier ministre à bord qui gère les finances? J'ai cru comprendre qu'il y en avait un. Il y a un président de la République? Oui, il y en a un. Il y a un gouvernement? Oui. Quel est leur boulot? C'est ça la responsabilité. Et chacun, dans son domaine, doit pouvoir répondre dans les formes usuelles prévues par la Constitution de ce qu'il a fait. Et je pense que ce gouvernement
a trahi le pays parce qu'il n'a pas été capable de préserver ce que nous avions trouvé au terme de plusieurs années de conflits, de plusieurs morts, comme étant le compromis politique qui devait gager la stabilité des institutions, la légitimité démocratique et entretenir la paix sociale favorable au développement. Et sur le plan économique, ça a été un gâchis extraordinaire. Ce gouvernement est un gâchis extraordinaire. La économique. Mais chiffres. Nous l'avons. Non, je l'ai toujours dit. La croissance, il ne faut pas en faire un mythe. Nous l'avions toujours dit, c'était une croissance procyclique. Et ce n'est pas peu de le dire. C'est une croissance qui était tirée par la demande internationale et qui n'était pas tirée par des réformes intérieures qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais été faites. Vous savez, en 10 ans de pouvoir, nous sommes passés par 3 moments forts. Le premier gouvernement, c'était le gouvernement Gizenga. Il a passé son temps à dormir. Le deuxième gouvernement, ça a été le gouvernement Muzito. Il a été dissous à la faveur du fameux gouvernement parallèle. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'indécence démocratique où nous avons une présentation obscène de la réalité. Parce que, vous savez, quand on parlait des grands économistes, Stiglitz et les autres, ils vous disent quoi ? La vitalité économique d'un pays, c'est dans le ménage ordinaire qu'on va la chercher, c'est pas dans la croissance. Qu'il y ait de la croissance, qu'est-ce qu'on a fait des fruits de la croissance ? Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise. Nous avons les réserves de la Banque centrale qui ont été complètement siphonnées. Nous sommes à 6 mois. Vous avez les francs congolais qui a pris le large. La stabilité du cadre économique, elle est où ? Le gouvernement s'est vanté, alors que c'était nécessaire d'avoir un programme formel avec les bailleurs de fonds pour pouvoir encadrer l'élan de réforme et avoir un levier pour mobiliser les ressources au service de plus démunis. Le gouvernement s'est gargarisé dans une logique qui était une logique de gestion peu orthodoxe des ressources de l'État, et aujourd'hui, on est le dos au mur. Et cette responsabilité, quand on a une croissance d'environ, en moyenne, de 7% l'an, sur 10 ans, on ne vient pas pleurer après de n'avoir pas fait l'essentiel et de n'avoir pas réformé. L'émergence pour 2030, c'est un mythe aussi, c'est pas une réalité. On n'atteindra jamais cette émergence pour 2030. Vous savez, j'aime bien les classiques. Les mythes ont quelque chose d'élévation. Les mythes élèvent parce que c'est un idéal. Je vous dis, nous sommes dans quelque chose d'obscène, c'est-à-dire en dessous de la scène. On se vante de la croissance, mais ce n'est pas la réalité qui est vécue chez les gens. Et donc, cette théâtralisation de la vie économique qui est totalement en déconnexion avec nos concitoyens est quelque chose d'aujourd'hui d'obscène qui n'a rien à voir avec mythes. Les mythes sont bons. Les mythes sont bons. Vous n'avez pas aimé les classiques grecs? Thierry Kambondi, Top Congo FM. Monsieur Sesanga, j'ai noté dans le combat de l'opposition actuelle qu'elle recourt systématiquement à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, la même opposition, en tout cas celle opposée au dialogue, fait fi de tous ces appels de la communauté internationale. Le pape a parlé, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, et récemment, l'ONU a rappelé la nécessité du dialogue. Mais, enfin, ce n'est pas l'opposition qui parle à la communauté internationale. J'espère que nous vivons dans le même pays et que vous voyez les mêmes réalités. Il faut avoir à un moment donné le courage de nommer ce qu'il y a. Nous sommes un pays dans lequel nous avons une opération des Nations Unies depuis bientôt plus de 10 ans. Ça s'appelle la MONUSCO. OK ? Donc, sur une des missions essentielles de souveraineté, nous sommes en assistance, en perfusion depuis plusieurs années. Justement. Deuxième chose. Revenons au dialogue. Deuxième chose. Je vais y arriver. L'appui de la communauté internationale, c'est de pousser à ce que les Congolais eux-mêmes prennent le relais. Qu'à un moment donné, ça soit stable, ça soit consolidé, et ça permet d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La communauté internationale vous incite à aller parler, justement. Ce n'est pas le cas. Vous avez dit, nous sommes dos au mur aujourd'hui. C'est-à-dire que quand elle incite à aller parler, en même temps, elle en appelle au respect de la Constitution. Justement, mais elle en appelle ce n'est pas incompatible. Mais écoutez, moi je suis républicain. Aller parler et respecter la Constitution, ce n'est pas incompatible. Je suis républicain. La garantie de la Constitution, c'est le président de la République qui assure cette garantie. C'est lui qui doit pouvoir
rassurer son peuple. Mais il vous sur le invite respect justement, ce président de la de cette République, constitution. il vous invite à échanger justement. Mais vous savez, à chaque fois qu'il nous a invités, nous avons été. Non. Moi, j'ai été aux concertations. L'année dernière, il a organisé Peut-être des que- consultations, Peut-être que il n'y avait pas été. j'étais suffisamment discret que tu n'as pas pu m'apercevoir du côté du Palais du Peuple, mais j'ai participé aux concertations et je donnais toutes les contributions que je pouvais Nous donner. parlons du dialogue aujourd'hui parce que vous n'avez pas répondu à la question de M. Lusakweno tout à l'heure. Vous refusez le dialogue, oui, mais vous proposez quoi à la place? Ce que nous proposons, c'est que d'abord les institutions arrivent à fonctionner. Vous ne siégez pas à l'Assemblée nationale? Mais écoutez... Le gouvernement ne non, gère pas le pays? Non, que les institutions arrivent à fonctionner, c'est dire quoi? Que la CNI arrive à faire déjà son travail. Elle ne le Que fait pas selon vous? Oui, non, mais elle ne le fait pas. Que chacun fasse son travail et les vaches seront bien gardées. En ce moment-là, lorsqu'il y aura des problèmes, nous nous rendrons compte des problèmes et nous pourrons y aller. J'ai rappelé ici que l'année dernière, nous en étions déjà à déposer les candidatures. Les gens ont déposé les candidatures. Poser la question à la CENI, pourquoi on a arrêté? Pourquoi on n'a pas continué? C'est en cela que l'inversion de la responsabilité, la charge de la responsabilité, ou chercher des réponses là où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de questions, est quelque chose de totalement absurde. Quand on me dit oui, mais non, si la CNI avait exécuté les calendriers, nous serions déjà très loin. Pourquoi elle n'a pas exécuté? L'envol brandit aujourd'hui un non catégorique au dialogue. Mais ce n'est pas le cas de tous les membres de la dynamique pour l'action de l'opposition, parce qu'il y en a qui disent, aussitôt que le chef de l'État se sera prononcé en faveur du respect de la Constitution... Les réalités, moi je pense que si le chef de l'État se prononce sur cette question et rassure tout le monde, je crois que c'est quelque chose qui va apaiser les esprits. On a besoin d'un apaisement. Et cet apaisement va créer un contexte nouveau en termes même de les discussions. Et vous verrez, moi je suis persuadé que les institutions reprendront de leur vitalité et les Congolais trouveront des solutions à leurs problèmes. C'est la seule question aujourd'hui qui se pose aux Congolais et à laquelle ils veulent des réponses. Parmi vos résolutions que j'ai parcourues, il y a, et M. Lusakweno l'évoquait tout à l'heure, la volonté exprimée par l'envol que l'opposition se choisisse un candidat commun pour la prochaine présidentielle. Vous-même, vous proposez également sur la liste des candidats de l'opposition. L'envol a arrêté aujourd'hui la stratégie que nous serons présents à toutes les échéances. Ce que nous avons fait... Donc son président est candidat président? Non, ça c'est dans les monologues de certains partis où vous êtes comme ça. Donc nous avons dit nous serons présents à tous les niveaux. À tous les niveaux de responsabilité. À la présidentielle, aux législatives, aux provinciales. Ne me laissez pas verser dans l'obscénité de certaines choses. Je vais dire ceci. On est là autour d'un projet, autour des propositions que nous allons vendre aux Congolais, faire en sorte que les Congolais y adhèrent en masse. Et d'ailleurs, nous en appelons à tous les Congolais de bon sens d'y venir pour que nous créions les conditions du changement demain. Ils seront là. Et lorsque nous aurons terminé cette campagne de sensibilisation, il y aura les organes statutaires du parti qui vont se réunir. Mais accessoirement, je dis ceci. Puisque l'alternance est quelque chose de voulu par la population. Je viens de l'intérieur du pays, j'étais dans le Maïndombe. C'est quand même pas à côté de Kinshasa, c'est un peu plus loin. Et partout où vous allez au Congo, vous avez la même effervescence. Les gens veulent du changement et de l'alternance. Puisque le peuple est prêt à l'alternance, le devoir de la classe politique que nous sommes, c'est de créer les conditions de cette alternance. Et j'estime que l'une des conditions, c'est d'avoir un candidat commun. Et nous avons des propositions de ce point de vue que nous allons présenter. Ces propositions, c'est qui? C'est Vital Kamerhe, c'est Moïse Katumbi, c'est Etienne Tshisekedi, c'est Denis Sesanga? C'est toujours indécent de parler des personnes. Parlons un tout petit peu des idées, parlons du programme, de ce que nous allons faire et de la méthodologie. Le peuple n'a jamais été le problème. Le problème a toujours été l'opposition, M. Sesanga. Vous n'avez jamais réussi en interne à vous mettre d'accord autour du porte-parole de l'opposition. Vous êtes sûr d'arriver à vous mettre d'accord sur un candidat commun à la présidentielle? Nous prendrons les dispositions. Et bien, il faut suivre. Dans les semaines qui viennent, nous allons vulgariser ces résolutions. Comment est-ce que nous allons procéder? Mais il va y avoir deux temps. Le temps de l'ambition. Chacun peut présenter son ambition. Je suis candidat, il est candidat, elle est candidat. Mais il faut un moment de la synthèse, où la synthèse est faite autour des ambitions et autour du projet suivant un critérium que nous avons élaboré, que nous pensons pouvoir
proposer à nos camarades de l'opposition pour pouvoir discuter. C'est un débat qui est ouvert. Comment? Cette question revient souvent. Vous faites comment? Qui vote et comment pour la désignation du candidat commun de l'opposition? Pourquoi vous pensez que quand on veut un candidat commun de l'opposition, il faut que nécessairement ça passe par le vote? Ça peut se passer par un processus de négociation entre les acteurs qui se sont prononcés. Je vous dis qu'il y a un temps de l'ambition et puis il y a le temps de la discussion pour faire émerger cette candidature commune autour non seulement d'un homme, mais aussi d'un projet et des hommes. Mais il faut arrêter. Tout le monde rêve d'être Mobutu ici. C'est fini ça. Il faut que ici, les gens se disent, nous avons un projet qui est un projet commun avec des priorités qui correspondent aux besoins des Congolais et qui, demain, une fois au pouvoir, va nous permettre non pas de tâtonner, de commencer à improviser des choses qui n'ont aucun sens par rapport aux attentes des Congolais, mais que nous soyons en mesure d'animer une politique gouvernementale et des politiques publiques qui répondent aux attentes de nos concitoyens. Ça, c'est un défi et c'est une cohérence que nous allons exiger de la part de tous nos camarades de l'opposition en ce qui nous concerne. Nous avons mis en place un projet, un programme. Nous allons à la rencontre de nos concitoyens et demain, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Justement, en parlant de cohérence, avant que Rachel Kitsita ne prenne le micro, candidat commun de l'opposition, j'essaye de d'imaginer ce dont il s'agit, puisque si demain le président Joseph Kabila ne se présente pas, vous ferez opposition à qui? Sachant que la future opposition ne sera pas forcément l'actuelle ou ne sera pas forcément composée des mêmes acteurs que l'opposition aujourd'hui ou l'AMP d'aujourd'hui. Je pose ma question de la manière suivante. Opposition à qui et avec qui? Non. Vous savez, vous parlez, je suis l'auteur de la loi sur le statut de l'opposition, donc j'ai l'humilité de penser que j'en connais quelque chose. Justement, la loi sur le statut de l'opposition que vous avez rédigée dit que l'opposition est toute, regroupe tous les membres du Parlement dont les partis ne participent pas au gouvernement. Ne soutiennent pas la mais demain, bon, voilà. Demain, vous n'en savez rien. Le président de la République future peut être lui-même de l'opposition. L'opposition n'est pas une identité. C'est un statut par rapport à une prise de position. Nous avons pris position contre le gouvernement actuel, contre la majorité actuelle. Demain, si nous gagnons les élections, notre vocation n'est pas d'être dans l'opposition. Et si nous nous battons, il faut dire aux Congolais, c'est parce que nous voulons avoir le pouvoir et mieux le diriger que ceux qui dirigent aujourd'hui. Vous serez peut-être vous serez peut-être de la majorité. Nous serons la majorité. Sûrement, vous serez peut-être de la majorité, mais rien ne dit que le futur président sera de la même majorité, que sera aussi de la majorité. Donc ce combat, pourquoi autant privilégier le combat pour la présidence, alors que la gestion, la cohérence dont vous parlez, la cohérence d'un programme, ce n'est pas à la présidence qu'on la retrouve, c'est dans la majorité, c'est à l'Assemblée nationale. L'une des résolutions du congrès de l'envol de Nyoki, c'est de lutter contre l'hyper-présidentialisation du régime. L'hyper-présidence, où la seule institution qui subsiste, c'est le président de la République, et les autres ne sont que des organes qui concourent à l'exercice de ce pouvoir, nous a ramenés en 1974. Comprenez? Et donc nous sommes contre ce système. C'est pourquoi, même dans notre démarche, je l'ai dit, nous procédons d'abord par notre programme et notre projet, pour lesquels nous allons obtenir des adhésions et des soutiens dans le pays. Ensuite, nous parlerons de l'ambition. Mais pour revenir à votre question, la candidature commune, elle doit se faire, je l'ai dit tout à l'heure, avec des hommes qui ont de l'ambition pour le pays, la passion pour le pays, mais en même temps, autour des idées du programme. Il ne faut pas improviser. Quand on improvise, on arrive à la débâcle à laquelle on est aujourd'hui. Donc, je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un programme. Ce que vous venez de dire, puisque la question, vous ne voulez pas la personnaliser, mais elle permet de dégager certains critères de coalition. Non, la candidature commune n'est ni une foi religieuse, ni la discipline des casernes d'une armée. Il faut laisser la liberté primer. Ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à proposer pour le pays,
qui le propose. Vous parlez de cohérence. Je ne parle pas de religion. Vous avez parlé cohérence. de politique cohérente. Oui. Est-ce que la cohérence pourrait faire que... Allez, je ne vais pas citer votre parti, parce que vous n'avez pas encore parlé de l'idéologie qui est la sienne, mais est-ce que Nous sommes libéraux réformateurs. D'accord. Est-ce que de libéraux réformateurs pourraient se retrouver avec des social-démocrates tels que l'UDPS? Nous sommes des libéraux réformateurs. En termes de cohérence gouvernementale. Mais la réalité, au-delà des idéologies, vous savez bien, au-delà des idéologies, la réalité aujourd'hui, ce sont les axes des programmes. Voyez-vous, dans ce pays, sur des questions économiques, vous savez, le Congo est un pays simple. Sur des questions économiques, sur des questions politiques, il y a des tendances lourdes sur lesquelles on peut se mettre d'accord, sur les priorités qu'il faut aborder et la méthode qu'il faut pouvoir utiliser pour atteindre un certain résultat. C'est cela qu'il faut pouvoir faire. Et ça permettra de rassembler tous les gens de tous les bords. Je ne sais pas pourquoi vous fuyez ma question. Je ne fuis pas la question. Avec qui l'envol, avec qui l'envol de l'opposition ne pourrait pas travailler? Puisque vous refusez de répondre à la question je vais vous dire ceci. Posez-le autrement. Oui, allez-y. Avec qui l'envol ne pourrait pas travailler de l'opposition? Parce qu'ils existent. Vous pouvez dire aujourd'hui oui, mais ceux du G7 hier, ils étaient avec le président Kabila. Qui dit qu'ils ne sont pas partis pour être dans l'opposition, pour participer à une candidature commune de l'opposition et pour, pendant un an, parce que c'est un an partir pour revenir, pendant un an, ils sont allés dans l'opposition pour se faire pour s'organiser une nouvelle virginité? Mais vous savez, la recomposition plastique des uns des autres, c'est le peuple qui en juge. Vous voyez que vous avez un avis. Je vais dire ceci. La recomposition plastique des uns des autres, c'est la population qui en juge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quelqu'un dise aujourd'hui, moi je suis contre le président Kabila, voilà le projet de mon parti, voilà les candidats que je présente à la sanction du suffrage, c'est le peuple en dernier qui va pouvoir décider. Et le peuple unique dans la République et les conciliabules de la Gombe, nous avons souvent tendance à considérer que la République s'arrête au boulevard du 30 juin. Ce Congo est plus grand que ça. Il faut pouvoir rassembler. Rassembler est une condition de la réussite et de l'alternance. Il ne faut pas exclure. Il faudrait se donner les moyens, et je l'ai dit chez l'un de vos confrères encore récemment, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il ne faut pas considérer que ceux qui sont en face n'ont ni carte, ni alternative à une approche stratégique pour conserver le pouvoir. Ils veulent le conserver, nous voulons les conquérir. C'est donc une compétition ouverte. Et donc nous mettrons, et il faudra mettre tous les moyens de notre côté pour pouvoir y aller. Et dans une telle démarche, nous taisons les clivages idéologiques. Il faut taire les clivages idéologiques. Le plus important, c'est la démarche que nous avons amorcée, de pouvoir faire rassembler les gens sur des propositions, au-delà des idéologies, et sur une volonté ferme, inébranlable, d'arriver à l'objectif, c'est-à-dire conquérir le pouvoir. Taire les clivages idéologiques pour s'en mordre les doigts éventuellement demain. Rachel Kitsita. Délice Sanga, regrettez-vous votre participation aux concertations nationales? Moi, je ne suis pas un homme de regret. J'assume mes actes et je les assumerai jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au dernier moment. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours assumé. Et les succès et les échecs. Je n'ai honte de rien. J'ai participé au dialogue, aux concertations parce que c'était nécessaire, parce que le pays était véritablement menacé et qu'il fallait lui trouver un élan de paix et de stabilité. Je suis déçu de la manière dont les conclusions de ces concertations ont pu être exploitées pour pouvoir être appliquées. Savez-vous que ces concertations ont mis en place un comité de suivi qui n'est plus réuni depuis plusieurs années? Mais vous savez, à un moment donné, au lieu de chercher des choses compliquées, on pourrait revenir à des choses simples. Ont-elles été une réussite ou un échec, ces concertations? En termes de propositions, dans l'ensemble. En termes de propositions, nous avons proposé les meilleures. Mais en termes de mise en œuvre, je pense que c'est un échec. Parce que quand vous prenez des résolutions de cette ampleur et que vous dites, vous mettez un outil de suivi et de planification à côté, et que cet outil ne se réunit pas, ça veut dire quoi? C'est de la rénonciation au contenu de ces résolutions. En cela, il y a un échec. Mais si vous prenez ces résolutions, vous allez voir que la plupart des problèmes ont été posés avec le diagnostic et des solutions
adéquate. Vous avez proposé les meilleurs, faites de même également pour le dialogue. À la fin, mettez un comité de suivi un peu plus performant pour pouvoir faire le suivi de toutes les recommandations qui seront issues du dialogue. Voilà, c'est pourquoi nous disons que le ferment qui a fait défaut aux concertations, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, ce ferment n'est pas encore présent. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, les meilleures idées du monde, mais s'il n'y a pas de la volonté politique, vous ne pourrez pas avancer. Vous savez, j'ai eu à publier un livre en 2010, La Voix du changement. La préface, dans sa préface que m'avait gratifié son Excellence, son Éminence, le cardinal Mosengo, il m'avait dit, vous pouvez avoir toutes les meilleures idées du monde, mais la chose la plus essentielle, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, ce qui a déserté le champ politique, ce qui a déserté les institutions, c'est l'absence de volonté. À partir du moment où il n'y a pas de volonté, tout le reste est littérature. Qu'est-ce que vous redoutez après le dialogue? Qu'est-ce que nous redoutons? D'abord, que ce soit une caution à la passivité, que ce soit une caution facile à cristalliser des divergences ou des problèmes qui n'en sont point, et que ce soit un fourre-tout. Après que nous ayons fait autant d'efforts pour mettre en place les institutions en disant le pouvoir s'exerce par le peuple, qu'il exerce par voie de ses représentants, par les élections, il nous semble que c'est la moins mauvaise des solutions que de recourir à ce même peuple qu'ils choisissent. Il n'y a pas de drame. Vous savez, les problèmes aussi au Congo, nous avons tendance à considérer que c'est un drame de perdre une élection. Mais c'est la vie démocratique. Vous pouvez perdre une élection aujourd'hui, demain la gagner, et ainsi de suite. Alors, il faut qu'on banalise ces choses-là. Moi, je me suis fait le serment suivant. Okay. Je ne suis pas un bouche-trou. Je le serai le jour où je serai dans un trou, quand j'aurai fini de vivre. Et en ce moment-là, j'aurais renoncé à la prétention suivante. Que quand notre génération aura fini de fonctionner, qu'elle ait laissé un pays qui fonctionne normalement. Et il y en a beaucoup en Afrique. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de jaloux. Vous avez des pays en Afrique, vous avez 4, 5 anciens présidents de la République. Vous avez des pays qui tournent normalement. Il faut que le Congo le devienne. Très bien, et de ce point de vue, on va évoluer, monsieur le député. Et de ce point de vue, je vais en terminer là, et de ce point de vue, Kabila est un atout. Joseph Kabila est un atout. Parce que non seulement il est de notre génération, mais il a le devoir de ne pas priver le peuple congolais de cette attente d'être le premier qui va passer le pouvoir pacifiquement à un autre avec un système qui fonctionne normalement. Ça en est fini avec pratiquement le premier trimestre de l'année 2016, novembre 2016. La CENI, entre guillemets, se dit techniquement pas prête pour organiser les élections et saisir la Cour constitutionnelle pour un délai. Dépassement technique. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà encore une aberration. De la part de la CENI? Oui. Ça s'appelle en droit le privilège du préalable. En fait, une administration publique n'a pas à requérir du juge l'autorisation pour agir. Elle agit. Et si les juges veulent sanctionner, ils sanctionnent ensuite. Eric Ambago, Top Congo FM. Vous faites un beau discours d'Elie Sesanga, mais vous êtes quand même conscient que... Il n'est pas seulement beau, il est profond. Ce que j'ai dit est quand même juste. Et vous êtes conscient que les élections n'auront pas lieu cette année, que peut-être après votre congrès, il ne faut pas passer dans 2 ans peut-être pour examiner, faire tout ce qui a été prévu dans votre congrès, 2 ans pour organiser les élections notamment. Bon, mais écoutez, vous êtes conscient? Je suis conscient que les gens qui n'ont pas de volonté politique pour consolider la démocratie peuvent amener le pays dans un abîme. On ne peut pas les interdire. Un abîme quand on parle des questions techniques, le noir réglé, notamment les opérations électorales. Qu'on ne cache pas sous le couvert des questions techniques, des questions politiques. Vous savez, en 2006, lorsqu'il a fallu prolonger le délai pour organiser le 2e tour de l'élection présidentielle, la Cour suprême a eu à se prononcer. Et qu'est-ce qu'elle avait dit en ce moment? Elle était contre. Elle avait dit non. Et elle a dit oui en disant quoi? Que les retards ne devaient pas être imputés aux acteurs des élections ni à l'autorité d'organisation. Et moi, je vous dis ici que ce retard, il est imputable à la CENI,
qui a été dans une forfaiture l'année dernière, et au gouvernement qui a été incapable de dégager les moyens. Vous ne voulez pas avoir la responsabilité de cet acte. Moi, je vous pose une question. Mais enfin, la responsabilité n'est pas une question de vouloir. Mais vous êtes député. Je n'ai vu... En aucun moment, je n'ai vu un député de l'opposition initier une motion de défiance parce on n'a pas dégagé les fonds pour les élections. Il n'y a pas de motion de défiance pour ça. Vous êtes le premier à ignorer tout ce que nous faisons. Vous voulez initier une motion de défiance dans cette chambre-là pour qu'elle aboutisse à quoi? Il fallait faire sous des questions parlementaires quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire on est en train de dégager 200 millions de dollars par an et vous savez aussi que ce sont des prévisions budgétaires et qu'il peut arriver aussi que l'on ne puisse pas arriver à collecter tout ce qui est dégagé. Vous le savez. Ah oui, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors, ce qui est clair, c'est que quand vous dites chaque année 200 millions, vous êtes dans la fiction, vous de l'opposition. Je ne suis pas dans la fiction. C'est les autres qui sont sortis de l'orthodoxie. Lorsque vous avez 200 millions que vous devez mettre, combien le gouvernement dépense hors budget? Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du détournement. Ou ça s'appelle 85%. Ça peut aussi s'appeler des interventions d'urgence. Non. Alors vous qui avez géré, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'interventions d'urgence. Lorsqu'on est à 85% dans le taux d'urgence, c'est qu'on ne gère plus, on subit. L'envol, nous avons évalué les élections de 2011. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons considéré que le processus était à mal. C'est comme ça que dès juillet 2012, nous avons proposé une loi, l'envol a proposé la loi, portant réforme de la loi électorale. Mais je ne peux pas imaginer que nous, sans moyens, que nous ayons vu ces problèmes et qu'un gouvernement, je ne sais pas de combien de personnes, avec un budget de combien, n'ait pas été capable de prévoir cela. C'est-à-dire que nous naviguons à vue au milieu d'un océan. Vous venez de parler de la conjoncture économique, la conjoncture mondiale avec la chute des cours des matières premières et qui fait aujourd'hui qu'il y a un problème en termes de mobilisation des recettes. Et c'est 28 mesures qu'a pris le gouvernement. Et la Bodo, mais vous avez suivi tous les discours des Matata, ils sont sur son site, du Premier ministre. Il est venu au Parlement. À chaque fois que nous avons dit que vous êtes trop optimiste, que la politique que vous suivez n'est pas bonne, qu'est-ce qu'il nous a dit? Non, nous avons les caps. Mais on ne peut pas prévoir, on n'a pas prévu en dehors de 2008, où la croissance a été faible, toutes les autres années, la croissance a été au rendez-vous. J'ai été ministre du Plan. Lorsque je suis parti du Plan, nous avions un cadrage macroéconomique, je parle en 2006, qui devait nous amener à un taux de croissance à 10 chiffres la troisième année, c'est-à-dire à partir de 2010. Tu sais pourquoi on n'a pas atteint les 10 chiffres? Parce qu'on s'est complu ici à suivre la tendance mondiale et à ne pas faire des réformes en interne. Si on avait fait les réformes en interne, je t'ai dit la croissance à 10 chiffres, on l'aurait atteinte. Et aujourd'hui, elle est au-delà de l'atteinte des capacités du gouvernement. Et de l'autre côté, les ressources ont été suffisamment mobilisées parmi les belles années, mais simplement, elles ont été gaspillées. C'est pourquoi au congrès de l'envol, nous avons dit que ce gouvernement a été un gâchis des opportunités qui ont été données à la société congolaise de se réformer et de se transformer. J'espère qu'à l'occasion du débat sur le collectif budgétaire, nous aurons l'occasion d'y revenir beaucoup plus amplement. Merci beaucoup Eric Ambago, Top Congo FM. Merci Rachel Kitsita de Numérica TV, Thierry Kambundi de Top Congo et Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, honorable Délice Sanga. Comment conclure une fois qu'on a nommé ce qu'il y a on fait quoi? Pragmatisme. Je crois que vous avez répondu. Hein, on fait quoi? On laisse la CENI travailler normalement et puis en décembre, si on se rend compte qu'elle n'a pas pu réaliser les élections, on dialogue? Moi, je ne suis pas de ceux qui piègent la nation, ni la République. Ma conviction profonde est que la CENI peut encore organiser les choses pour connaître les élections. Vous savez que même avant de dialoguer... Je voudrais que vous répondiez, parce que c'est très court, on est à la conclusion. Mais je vais être succinct. On laisse la CENI travailler et on l'arrête quand? Que la CENI puisse faire d'abord son travail. Arrêtez d'empêcher la CENI de faire son boulot. On la laisse travailler. Oui. Et on se rend compte, parce qu'elle le dit déjà, qu'elle ne peut pas organiser les élections en décembre 2016 quand? En juin, en juillet, en août? On arrête quand? Et on dialogue quand? Vous voulez que je vous dise quoi? La CENI doit pouvoir convoquer les élections et puis quand elle aura des difficultés, on va voir ce que c'est. Qu'elle commence d'abord par travailler. D'accord, mais on constate les difficultés quand? Puisque elle dit déjà qu'elle a des difficultés. Non, mais elle a des difficultés imaginaires. Dites-moi. Donnez-moi un délai. Elle dit 14 à 17 mois pour tout réaliser. 14 à 17 mois, on est en 2017. Aujourd'hui, on laisse jusqu'en... Vous êtes en train de me dire
voilà que je suis en difficulté, je ne peux pas bosser. Non, c'est pas mais je ne veux pas commencer à bosser tant que vous ne m'avez pas dit de commencer à bosser. Ce n'est pas ce que je dis. Non, mais c'est... Monsieur Sessanga, mais on tourne à ça. Monsieur, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit, non, vous ne m'avez pas écouté. Une fois qu'on a nommé les 14 ce qu'il y a, mois, la date de départ par quand? C'était en février. Oui, depuis quand elle sait qu'elle a 14 mois? Elle a annoncé ça au mois de février. Non, depuis quand elle le sait? C'est une centrale électorale. Mais monsieur le Corneille Nangaa est arrivé le mois il était dedans, au mois de novembre. Exécutif. D'accord. Mais donc c'est une machine, il y a une continuité, il y a une mémoire. Non. Donc ils le savent depuis longtemps. Donc ils doivent démarrer, ils doivent démarrer les processus et l'allongement sera... Tout cela a déjà été développé pendant l'émission. Vous dites qu'on les laisse travailler. D'accord, on vous suit. Mais on constate qu'ils ne peuvent pas quand? C'est ma question. Mais vous savez, on constate qu'ils ne peuvent pas organiser les élections quand? Et on dialogue quand? Il faut qu'ils commencent par la bonne foi. D'accord. Qu'ils commencent par la bonne foi. Ils font preuve de bonne foi. Nous sommes au mois de mars. Si on se rend compte qu'avec toute la bonne foi possible, est-ce que vous pensez que aujourd'hui c'est devenu une voie exclusive? On est devenu monomaniaque. C'est le dialogue ou rien. Non. S'il commence, nous allons vous dresser d'autres voies d'action. C'est-à-dire que si... Je ne suis pas fervent du dialogue. Je vous pose la question quand? C'est clair, vous savez ce que vous faites. Vous me posez quand comme si c'était un impératif catégorique. Non, c'est pas un impératif catégorique, mais tout le monde sait, puisqu'ils l'ont dit, qu'ils peuvent pas. Non, mais si il démarre le processus, vous allez voir que le processus va s'enclencher correctement et que nous allons arriver à nos fins. Et s'il y a des difficultés chemin faisant, on va les résoudre. D'accord. Vous savez, nous avions contesté le calendrier de la CENI l'année dernière, mais nous n'avons pas hésité lorsqu'il nous a invités à déposer les candidatures, à les déposer. Mais qui commencent à travailler. Je vois que vous ne voulez pas répondre à notre question. Non, mais si je réponds, mais d'accord. Moi, je vous donne rendez-vous au 1er juillet. On refait cette émission 1er juillet. 1er juillet. 1er juillet, oui, de cette année. De cette année. Cette année, d'accord. Heureux de revenir pour pouvoir faire le point. Question courte, parce qu'on est vraiment à la fin, et réponse courte. Toutes les élections doivent être organisées dans des délais cycliques constitutionnels. Toutes. Pourquoi autant de bruit pour la présidentielle et pas pour les autres? Parce que c'est la clé de voûte des institutions. Parce que la manière dont la présidence a été exercée donne le sentiment aux gens qu'aujourd'hui, il y a eu une hyper-présidentialisation du régime. Et donc, pour pouvoir opérer les changements qui vaillent, il faut que cette élection majeure puisse avoir lieu. Donc, on repose uniquement sur un sentiment. Le 19 décembre, s'il n'y a pas de président... Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Vous avez dit... Oui, d'accord. Bon, réalité au sentiment. 19 décembre, le président de la République... selon l'accord global et inclusif qui a donné la Constitution, il continue jusqu'à ce que le nouveau soit élu? Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Je vous pose la question. Il continue, oui ou non? Non. Réponse courte. Il continue, oui ou non? Vous me posez une question de fond, vous voulez une réponse courte. Mais je vous dis que non. Vous dites non. C'est le président du Sénat qui prend? Non plus, il y a des... Qui prend? Alors, si c'est pas lui, c'est qui? Si c'est pas lui, c'est qui? Vous voulez des réponses courtes? Non, mais vous voulez des réponses courtes? Si c'est pas lui, c'est qui? Non. Nouveau consensus, dialogue. Non, c'est pas nouveau consensus, dialogue. Les textes veulent que lorsqu'il y a un président élu, celui qui est en fonction continue jusqu'à l'installation du nouveau. Mais les textes sous-entendent aussi que s'il n'y a pas de président élu, l'échéance du mandat devient une cause de fin de son mandat. Et donc, il y a un empêchement. Dès lors qu'il y a un empêchement, il faut faire jouer la Constitution. C'est le président du Sénat qui monte. Mais la problématique du président du Sénat aujourd'hui, c'est que lui aussi, il est dans un glissement tel. Et c'est pourquoi je dis, conclusion, il faut qu'aujourd'hui, qu'on commence le processus pour éviter au pays la catastrophe que l'on veut lui provoquer. Toute dernière question. Et si le dialogue pouvait permettre à l'opposition de participer à l'organisation des élections? Aujourd'hui, vous dites que la CENI n'est pas... Ah non, aussi. Parce que si jamais... Je vais vous donner mon sentiment. Je vais vous donner mon sentiment et je vais vous surprendre. Je n'ai pas terminé. Je vais vous surprendre. S'il vous plaît. Oui. Parce que sans dialogue, on glisse. Mais le glissement se fait avec la MP seule. Si le dialogue permettait à l'opposition de ne pas laisser, après le 19 décembre, la MP diriger seule. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les baïonnettes, on peut tout faire avec, sauf s'asseoir dessus. La deuxième chose, c'est que si les choses... Baïonnettes. Les baïonnettes. Mais il n'y a personne qui vous force à aller au dialogue?
Non, mais quand vous dites que la majorité va glisser seule, elle n'aura plus de légitimité. Oui, d'accord. Elle peut avoir la légalité avec elle. Mais ça, c'est du déjà connu. Tu sais, ce pays... Le président Mobutu était élu jusqu'en 91, il est parti en 97. Dans quelles conditions? Oui, d'accord. Et c'est ce que vous souhaitez au pays? Non, c'est pas ce qu'on dit. Alors, si ce n'est pas ça, il faut arrêter. Donc, il faut que les gens reviennent à des sentiments beaucoup plus justes, avec des institutions stables, la paix qui est la condition du débat. Ce qui me gêne dans ces dernières questions, c'est que j'ai l'impression de débattre avec vous, alors que moi, je ne veux juste que des réponses. Oui. L'AMP, sans dialogue, peut diriger seule après. Mais elle n'aura plus la légitimité nécessaire. Elle sera contestée. Elle est déjà contestée aujourd'hui. Elle dirigera seule. Elle est contestée aujourd'hui. Mais le peuple trouvera les ressorts pour cela. Ça veut dire quoi, le peuple trouvera les ressorts? Le peuple trouvera les ressorts. Vous êtes pour la révolution populaire? Non, vous voyez, est-ce que vous pensez que le peuple congolais, il est dans une logique où il souhaite qu'il soit gouverné par ceux qu'il ne l'a pas désigné? Je pense que le peuple se prendra en charge. Donc moi, je pense que ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est d'éviter la situation de la chienlit du désordre qui serait provoquée par une crise que l'on crée de toutes pièces. Aujourd'hui, il faut organiser les processus pour aller aux élections. Nous nous sommes retrouvés, j'étais au gouvernement à l'époque, dans la quasi même situation. Il faut retourner dans le... Fin de la transition, on doit pouvoir prolonger d'un an. On a une population qui dit votre transition, votre système 1+4, on n'en veut pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons accéléré les processus électoraux. Et tout le monde était là et ça s'est passé dans la paix. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut que le processus électoral démarre, que la CENI fasse son boulot et qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait. Parce que là, elle compromet les chances de la paix et de la stabilité. Et elle vous dira qu'elle l'a déjà fait depuis le mois de février. Merci beaucoup, M. Sesanga. Ça fait 1 an qu'elle traîne. Prochain rendez-vous avec le Top Presse, c'est la semaine prochaine. Merci à Mika Lusala et à Didi Binsika pour la version télévision. Merci à Mina Mouchegera et à Patricia Zinga pour la production de cette émission. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Merci de nous suivre sur toutes les télévisions partenaires. À la semaine prochaine. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.